Après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, les États-Unis sont entraînés dans le conflit mondial. Ça commence. Je crains que nous ayons réveillé un tigre endormi. Les plans d'Hitler pour exterminer les Juifs d'Europe prennent de l'ampleur. Nous allons mettre en place la solution finale afin de régler la question juive. À Midway, les Américains ont repris le dessus sur l'armée japonaise en infligeant un revers humiliant à Tojo. Ne parlez à personne de ce qui s'est passé. L'échec est inacceptable. À Stalingrad, Hitler et Staline sont engagés dans un face-à-face mortel. Ça suffit! Les Alliés ont débarqué en Sicile et repoussent les troupes de Mussolini. Incapable de les contenir, le dictateur italien doit subir les foudres de son allié allemand. Pourquoi cette défaite? Et le monde entier s'embrase dans un terrible carnage. Nous devons nous réunir au plus vite. Bien qu'il soit persuadé que Staline est un dictateur de la même trempe qu'Hitler, Churchill et Roosevelt voient en lui un allié puissant, déjà engagé dans un duel à mort avec Hitler. Avant même l'entrée en guerre des États-Unis, la loi du pré-bail signée par Roosevelt en 1941 avait permis d'expédier des tonnes de matériel militaire, de chars et d'avions en Union soviétique. Malgré leurs divergences de vues politiques notables, Churchill et Roosevelt ont toujours su les dépasser pour servir leur objectif commun, l'emporter sur les forces de l'Axe. Si les Alliés veulent gagner cette guerre, Churchill et Roosevelt vont devoir accepter que l'ennemi de leur ennemi est leur ami. Roosevelt et Churchill vont obtenir de Staline une rencontre sans précédent à l'ambassade soviétique de Téhéran. Bien qu'unis contre un ennemi commun, les chefs d'État veillent chacun à leur propre intérêt. Staline, après sa victoire à Stalingrad, est en position de force. En déclin en Afrique et en Asie, Churchill veut à tout prix éviter une invasion majeure de l'Empire britannique. Quant à Roosevelt, il est déterminé à amener Staline à déclarer la guerre au Japon et à le rallier à la cause d'une coexistence pacifique de leurs deux puissances après-guerre. Et nous devons nous assurer que l'Allemagne ne menacera plus jamais l'Europe. L'exécution de la totalité de l'armée allemande serait un bon début. Je ne suis pas sûr que mes concitoyens approuvent le meurtre de 50 000 hommes. Faisons un compromis. Partons sur 49 000 soldats. Roosevelt craignait que Staline pense que les alliés anglo-américains étaient ligués contre lui. Donc, au moins au début de leur rapport, Roosevelt profitait de la moindre occasion pour rassurer Staline. Peut-être même à certains moments lui a-t-il laissé croire que Staline et lui jouaient une sorte d'alliance contre Churchill. Bien sûr, c'était faux et Staline n'a jamais été dupe. Mais Roosevelt maîtrisait parfaitement la diplomatie et n'hésitait pas à employer ce genre de ruse. Nos destins sont liés. Nous devons absolument gagner cette guerre. Et nous devons gagner la paix aussi. Le traité de Versailles ne s'est pas révélé être une réussite. Alors vous devez m'épauler. Et vous devez m'aider aussi. Parlons de votre contribution.
Je vous aiderai contre le Japon si vous m'aidez à combattre Hitler. Sans votre engagement, je ne peux pas vous garantir mon aide. La guerre froide a sans doute commencé quand Roosevelt et Churchill ont décidé de ne pas envahir l'Europe en 1943. Staline, qui était facilement sujet à la paranoïa, en a conclu que les Britanniques et les Américains voulaient, avant d'intervenir, laisser les Soviétiques mener le gros des combats et se saigner à blanc. Nous débarquerons en France. Ce n'est qu'une question de temps. Mais laissez-nous d'abord en finir avec l'Italie. Si l'opération sur la Manche n'est pas lancée à la mi-mai, je ne garantis pas que l'armée rouge reste postée pour affronter les armées d'Hitler. La menace brandie par Staline est nette. Les Alliés doivent s'impliquer dans un débarquement ou risquer un pacte entre les Soviets et l'Allemagne. Staline obtient donc la garantie d'un débarquement des Alliés en Europe occidentale. En échange, il promet à Roosevelt l'ouverture d'un second front contre le Japon une fois l'Allemagne vaincue. Si Churchill demeure tourmenté par l'idée d'un nouvel assaut naval raté, les trois grands s'accordent officiellement sur la date du débarquement sur les côtes françaises. Juin 1944. Son nom de code, Opération Overlord. Churchill sait que cette opération est décisive. Il se montre très inquiet, car il a déjà ordonné ce genre d'attaque de grande ampleur au cours de la Première Guerre mondiale. 4 navires sont coulés, et un 5e est en feu. La bataille des Dardanelles en 1917, aussi ambitieuse que désastreuse, a fait des dizaines de milliers de morts côté allié. Le fantôme des Dardanelles hante encore Churchill. C'est pourtant cette capacité à prendre des risques, à voir large sur une grande échelle, qui sera l'une de ses grandes forces. L'Angleterre devient vite la plus grande base militaire de toute l'Europe. Après 6 mois de préparation, l'invasion de la citadelle continentale d'Hitler est au point. 9 millions de tonnes de matériel et plus d'1 million de soldats américains traversent l'Atlantique pour rallier les forces militaires de 11 autres pays. Cette force internationale est dirigée par le chef suprême des Alliés, Dwight Eisenhower. Ce sera la plus grande invasion de l'histoire de la guerre moderne. Ma plus grande inquiétude, c'est qu'Hitler découvre nos plans. Pour que l'opération réussisse, le secret doit rester absolu. Ce serait fatal pour nos opérations futures. Churchill met au point un plan pour garantir aux Alliés un coup d'avance sur Hitler. Ce qu'il nous faut, c'est un leurre pour eux, qu'ils ne se doutent de rien du tout. Ce sera l'opération Bodyguard, garde du corps. Un ensemble de faux signaux radio et d'astuces de désinformation pour empêcher Adolf Hitler de connaître les vrais plans alliés, comme l'endroit exact du débarquement. Le rôle clé de cette mission va être joué par un homme dont la carrière militaire semblait terminée. Le général Patton. Après avoir été relevé de ses fonctions, il semble que Patton doive n'être que témoin de la plus grande invasion de l'histoire. Si on se met à la place de Patton, avec les Alliés qui s'apprêtent à envahir le continent européen pour régler son compte à l'Allemagne nazie, s'imaginer exclu de l'opération a dû être extrêmement douloureux pour lui. Pourtant, l'opération Bodyguard réserve un rôle particulier au général. Au printemps 1944, le commandement allié envoie discrètement Patton en Angleterre.
Il est entouré de 250 000 hommes, de milliers de tanks et d'avions. Mais Patton ne mènera aucune offensive. Et son armée n'est pas ce qu'elle paraît. L'artillerie lourde et les armes perfectionnées ne sont que des leurres. Roosevelt et Churchill se servent de Patton pour tromper l'ennemi. Ils ont même fait appel à des professionnels d'Hollywood pour les aider à créer une armée factice. Des chars gonflables, de faux baraquements. Ils veulent faire croire que des centaines de milliers d'hommes se regroupent de l'autre côté de la Manche. Hitler ne mettra pas longtemps à découvrir les clichés de surveillance aérienne de la prétendue armée du général Patton. Patton. Nous avons reçu les rapports des services secrets. Hitler pense avoir déjoué les plans alliés et savoir où il prévoit de débarquer. Il n'est pas prêt à croire que le meilleur des généraux américains, Patton, puisse être mis à l'écart simplement pour avoir giflé un soldat. Il y a 3 points d'invasion stratégiques, 3 ports susceptibles d'accueillir une opération d'une telle envergure. Je pencherai pour celui situé le plus au sud. Non, l'invasion aura lieu ici, dans le Pas-de-Calais, avec Patton. Hitler est convaincu que le célèbre général prépare un débarquement à Calais, une ville portuaire stratégique. Il n'y a que quelques kilomètres de mer à traverser depuis les côtes anglaises. Alors il envoie ses troupes et une division de chars pour protéger Calais. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, l'armée alliée prend la mer. « 156 000 hommes, 7 000 bateaux et 12 000 avions venus de 12 pays s'embarquent pour cette mission, sans aucune certitude que les forces alliées suffiront à percer le fameux mur de l'Atlantique et la machine de guerre nazie. Ce jour-là, dont on se souviendra sous le nom de D-Day, a lieu le plus grand débarquement armé jamais planifié. Alors que plus d'1 million de soldats allemands sont prêts à riposter à Calais, Hitler ignore encore que ce ne sera pas le cas. La cible des Alliés se situe 300 km plus au sud, sur les plages de Normandie. Quand les premières troupes débarquent, Hitler est encore endormi. Hitler a toujours eu des heures de sommeil décalées. Il pouvait regarder des vieux films jusqu'à 3 heures du matin, aller se coucher et ne pas se réveiller avant 11 heures. Quand le débarquement a eu lieu, à l'aube du 6 juin, il était en plein sommeil. L'état-major attend dans l'angoisse que le Führer se réveille pour obtenir l'ordre de déplacer les forces vers la Normandie, pendant que l'assaut continue. Frapper à tout moment. Le combat est rude, mais les soldats alliés prennent finalement les plages normandes. Le débarquement du 6 juin 1944, c'est sans doute la plus grande opération militaire qu'on ait jamais montée de toute l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas qu'elle échoue, cette opération. Si elle échouait, alors Hitler ne serait pas vainqueur pour autant, puisqu'il est en train d'être battu par l'armée rouge. Mais
l'armée rouge, le temps de remonter un nouveau débarquement sur les côtes de France, eh bien l'armée rouge prendrait tout le contrôle de l'Allemagne, peut-être de la Belgique, avant qu'il y ait un débarquement allié. Donc l'idée, ce n'est plus seulement de battre Hitler, mais c'est aussi de prendre de vitesse l'armée rouge qui est en train de s'avancer jusqu'au cœur du continent européen. Alors que les troupes alliées commencent à se déployer à travers la Normandie, Hitler est enfin informé du débarquement. Mais il refuse de bouger ses troupes. Durant 3 jours qui vont s'avérer cruciaux, les Alliés prennent pied en Europe. La contre-attaque allemande se ressent de l'échec d'Hitler à mobiliser ses réserves. Alors que les armées alliées progressent en France, repoussant les forces allemandes et libérant ville par ville des milliers de citoyens à travers le pays. En 1944, après le débarquement, la résistance française s'organise et devient beaucoup plus active. De leur côté, les Allemands opèrent des manœuvres de rétorsion en multipliant les arrestations de Français plus ou moins liés à la résistance. Les troupes des États-Unis, de Grande-Bretagne, du Canada, de France, de Pologne, de Grèce, de Belgique, de Tchécoslovaquie, des Pays-Bas, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Norvège relaient le débarquement en Normandie et en font un indiscutable succès. Un succès qui peut changer le cours de la guerre, mais pas la résolution d'Hitler. La retraite et la défaite étaient des options impossibles pour Hitler. Selon sa vision des choses, il n'était pas question d'abandonner. À l'autre bout de la planète, après la terrible défaite de Midway, le Premier ministre japonais Hideki Tojo essaie de reprendre le dessus. Mais la stratégie alliée de reconquête par air et par mer des territoires perdus l'emporte. Quelques jours seulement après l'invasion alliée en Normandie, ils attaquent l'île de Saipan dans le Pacifique. La situation devient désespérée pour les Japonais. Nos troupes laissées sur place souffrent de famine. Qu'ils broutent l'herbe de la jungle s'il le faut. Une armée ne peut pas survivre en mangeant de l'herbe. Alors laissez-les mourir. Avec l'honneur. Tojo avait déjà promulgué le Senjinken, un code d'honneur militaire selon lequel rien n'était pire que la captivité. Un des préceptes de ce Senjinken disait qu'être capturé et fait prisonnier était ce qu'il y avait de plus déshonorant pour un soldat japonais. Pour éviter ça, le soldat devait se battre jusqu'au bout. C'est pourquoi beaucoup de Japonais ont préféré mourir que de se rendre. Après la terrible défaite de Saipan, les critiques contre le commandement japonais vont croissant. Tojo, en disgrâce, est contraint à la démission. Malgré son départ, la guerre contre le Japon est loin d'être terminée. Depuis des années, le général MacArthur attend le moment de prendre sa revanche et de récupérer les Philippines, qu'il a été contraint d'abandonner. Après une sanglante campagne de 5 mois, il est enfin en mesure d'honorer sa promesse et de libérer les Philippines. Les combats dans la jungle du Pacifique ont sans doute été les plus âpres qu'on ait jamais vus, car les Japonais se battaient sans hésiter jusqu'à la mort. Nous aurons récupéré le contrôle de toutes les bases dans quelques semaines. Aussitôt les Philippines reprises, MacArthur voit plus loin. Dans cette zone. Sa prochaine cible sera l'archipel japonais lui-même. Les Alliés se ruent à travers la France avec pour objectif d'atteindre l'Allemagne avant Noël 1944. Leur avancée est si rapide qu'ils décident de contourner Paris, le trophée le plus éclatant d'Hitler. Une décision qui met en rage le général de Gaulle.
Ce qui est inconcevable, c'est de laisser Paris dans les mains des Allemands plus longtemps encore. J'ai 200 000 hommes prêts à passer à l'action. Nous nous battrons rue par rue. Nous reprendrons tous les quartiers, les uns après les autres. De Gaulle, chef des forces françaises libres, insiste pour diriger lui-même la libération de Paris, dont Hitler a ordonné la destruction. Les Américains, eux, se moquaient éperdument de Paris. Ce n'était pas un objectif militaire. Ils avaient peur, au contraire, de combats de rue, de s'enliser dans des combats de rue. Pour les Français, au contraire, Paris était évidemment l'objectif suprême. Donc, De Gaulle s'est rendu très rapidement, en août, 25 août, à Paris. De Gaulle, les forces françaises libres et la résistance reprennent la ville, aidés par les Alliés. L'ordre donné par Hitler de raser Paris n'a finalement pas été suivi par le gouverneur militaire allemand von Choltitz. La libération de Paris, c'est un moment très important, parce que Paris s'est libérée par elle-même. C'est l'insurrection des forces de la résistance contre les Allemands, l'insurrection des FFI. Et ça a duré pendant une semaine de combat. Alors que par milliers, les Parisiens fêtent la libération dans les rues, collaborateurs français et snipers allemands tentent d'assassiner De Gaulle pour plonger la ville dans le chaos. Le général reste de marbre. Et puis vous avez ce discours, ce fameux discours de l'hôtel de ville. Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par son peuple, libéré par lui-même. Voilà. C'est un mythe que De Gaulle est en train d'inventer. C'est un mythe, bien sûr, parce que la France ne s'est pas libérée par elle-même, mais c'est un mythe nécessaire. Pour un pays qui a été vaincu, qui a connu le déshonneur de la collaboration, il fallait redonner de l'honneur et de la fierté. Alors, cela valait bien un mensonge. Alors qu'il sait déjà qu'il a perdu la France, Hitler n'envisage en aucune façon de se rendre. Il va jouer son va-tout dans une contre-offensive désespérée au sud de la Belgique. L'attaque surprise d'Hitler prend les Alliés à contre-pied. Cette contre-attaque va mener à la bataille des Ardennes en décembre 1944. Hitler s'abuse lui-même en imaginant qu'avec cette manœuvre, il va gagner la guerre, écraser les Alliés dans l'Ouest, les chasser de la Belgique et du nord de la France, puis déplacer ses troupes vers l'Est et écraser Staline. Les troupes alliées sont encerclées par les Allemands à Bastogne. L'état-major va faire appel au légendaire Patton et à sa stratégie de déplacement rapide. C'est lui qui va devoir stopper Hitler. Parfois, vous devez vous servir de quelqu'un comme Patton, même quand tout vous dit de vous débarrasser de ce type. Au-delà de toute considération, c'était reconnaître en lui un grand tacticien sur le champ de bataille. Le 16 décembre 1944, Patton et les Alliés se retrouvent face aux soldats d'Hitler. En quelques jours, ils vont anéantir l'armée colossale d'Hitler et enfin percer la défense allemande. Les troupes d'Hitler battent en retraite vers l'Allemagne. Je pense que le fait que la guerre ait continué en 1945 et ne se soit pas arrêtée à l'automne 1944 a été le pire cauchemar du peuple allemand. Il a eu à payer très cher le soutien à Hitler d'avoir à se battre pour lui et de devoir porter l'uniforme nazi. Le taux de mortalité dans l'armée allemande a été tellement important qu'elle a perdu de la mi-44 à la fin de la guerre plus de soldats que depuis le début du conflit. Les armées alliées encerclent Berlin
Et Hitler voit s'abattre sur sa ville le même déluge de destruction qu'il a déversé sur d'autres capitales. Dans cette dernière partie de la guerre, les bombardements sur Berlin sont devenus terriblement destructeurs. L'armée rouge pénètre au cœur de la ville. Mon Führer, c'est le moment. Hitler se replie dans un bunker solidement fortifié sous la chancellerie du Reich. Là, il est relativement en sécurité. Il espère encore un retournement de situation. Il pense même que les scientifiques allemands vont inventer une arme miracle. C'est un délire total. L'empire d'Hitler se réduit brutalement de 8 millions de kilomètres carrés à quelques 50 mètres carrés. Patton et ses hommes progressent en Allemagne. Ils croisent bientôt d'étranges constructions ressemblant à des usines, perdues au milieu des champs. Premier bataillon, en avant! Ce qu'il a entendu dire est donc vrai. Il est dans l'un des camps de la mort d'Adolf Hitler, Buchenwald. Patton va y trouver 20 000 survivants émaciés, en proie à la famine, la maladie et la torture. Des milliers de cadavres sont alignés sur le sol, assassinés au cours du pire génocide jamais perpétué. Ce programme d'extermination de masse qu'Hitler appelle la solution finale. Le camp que Patton libère n'est qu'un des 20 000 centres de détention et de mise à mort construits par Hitler et les nazis. En tout, 6 millions de Juifs ont péri dans la Shoah. Dans d'autres camps, 2 millions de Polonais et 3 millions de Soviétiques, des centaines de milliers de Roms, des handicapés, des homosexuels et des prisonniers politiques ont également disparu. Pour ma génération, dont des parents ont survécu à la Shoah, dont d'autres y ont disparu, il y a un devoir d'apprendre les leçons de l'histoire et de s'assurer qu'elles ne seront pas oubliées. Ébranlés par ce qu'ils ont découvert, Patton et ses hommes rassemblent le plus d'Allemands possible, militaires autant que civils, les forçant à témoigner des atrocités du régime nazi. Patton a décidé de confronter les auteurs de l'injustice et du carnage à la réalité de ce qu'ils ont fait. Si vous ne pouvez pas voir les conséquences de vos actions, vous êtes moins susceptible de comprendre leur signification. Quand les peuples commettent des crimes de guerre, le plus important est de les en tenir responsables. Si ce n'est pas le cas, c'est un encouragement pour d'autres à violer les règles les plus élémentaires.
Au moment où la victoire des Alliés est à portée de main, le président Franklin Roosevelt succombe à une attaque. Les Américains sont choqués. Roosevelt les avait guidés à travers les deux grandes crises majeures, économiques et militaires du XXe siècle, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Ces événements ont été marquants pour toute une génération. Le vice-président Harry Truman est immédiatement appelé à la Maison-Blanche. Cet ancien commerçant d'une petite ville du Missouri n'est vice-président que depuis 3 mois, quand il est soudainement investi du rôle de président des États-Unis. Harry Truman dira que c'était comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Le voici président. À présent, c'est à lui de mettre un terme au conflit le plus meurtrier de l'histoire. Alors qu'un nouveau dirigeant arrive au pouvoir aux États-Unis, l'Italie s'effondre. Mussolini se cache dans le nord du pays et projette une évasion vers l'Espagne. Mais il est pris lors de sa fuite. Exécuté par les membres de la résistance italienne, son corps est ramené à Milan. Le cadavre de Mussolini est exposé au milieu d'une place où les Italiens peuvent s'en approcher et l'injurier. Ce que tous les peuples ont fait à la chute d'un tyran. C'était lui le responsable de toutes les horreurs de la guerre. Et il fallait qu'il paye. C'est ainsi que finit l'un des dictateurs les plus impitoyables de ce siècle. Deux jours plus tard, Hitler, réfugié dans son bunker à Berlin, apprend la nouvelle de la fin brutale de Mussolini. L'armée soviétique avance dans Berlin vers le bunker. Hitler ne veut pas subir le même sort que Mussolini. Ça ne peut pas lui arriver à lui. Au crépuscule de son Reich, le testament d'Hitler proclame en quelque sorte qu'il est le seul véritable Allemand, que la race allemande n'a pas accompli la mission que lui-même était destiné à mener à bien. Les Allemands méritaient la défaite que la guerre leur a infligée. Il y a longtemps qu'Hitler s'est juré de ne plus jamais voir l'Allemagne se rendre. Hitler se suicide pour éviter la capture et l'humiliation, pour tenter de garder intact le mythe de son génie, pour créer sa propre légende sacrificielle au service de l'Allemagne et de son avenir. Et aussi parce qu'il ne croyait pas que la vie méritait d'être vécue après le Troisième Reich. Cela s'est inscrit dans une vague générale de suicides, dans laquelle des centaines de dirigeants nazis, des ministres, des généraux allemands et bien d'autres responsables se sont supprimés à la fin de la guerre.
Le suicide d'Hitler entraîne la reddition de l'Allemagne, pour la seconde fois depuis le début du siècle. En moins d'un mois, Roosevelt, Mussolini et Hitler ont disparu. Et la guerre en Europe a pris fin. Certains ont fait valoir que de 1914 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, il s'agit de 30 années d'une guerre unique. Dans un certain sens, c'est un seul conflit qui implique bon nombre des mêmes pays autour des mêmes questions, la question centrale étant celle de l'Allemagne. Si pour les Européens c'est la fin de la guerre, les Américains n'en ont pas terminé pour autant. Pour les États-Unis et leurs alliés dans le Pacifique, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il reste encore une victoire à remporter. Tous à terre! Couchez-vous! Après la chute de ses derniers alliés, le Japon refuse toujours de se rendre. Il se lance dans des attaques désespérées d'avions kamikazes contre les alliés. Cela fait partie du code d'honneur des militaires japonais. Ils étaient prêts à tout, sauf à se rendre. Ils étaient prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Le général Douglas MacArthur sait que l'armée japonaise est un ennemi redoutable. Il est convaincu que la seule façon de l'emporter sur la dernière puissance de l'Axe repose sur ce qui pourrait être la plus grande opération militaire de l'histoire. Une attaque qui dépasserait en ampleur le D-Day, s'emparer par voie maritime de l'archipel japonais. Les États-Unis risquent d'y perdre dans les 100 000 hommes et de déplorer plus d'1 million de blessés. Mais MacArthur est convaincu que c'est la seule solution, quel qu'en soit le coût. Seulement, MacArthur n'est pas le seul à souhaiter conquérir le Japon. En juillet 1945, Staline masse ses troupes à la frontière chinoise pour attaquer l'armée japonaise. Il n'est pas prêt à laisser les États-Unis s'emparer seuls de l'Asie. Il ne fait aucun doute que Staline nous a aidés à battre les nazis. Mais il est vrai qu'il envisageait déjà le monde d'après-guerre. Et son principal intérêt était d'obtenir une position dominante pour l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés victorieux se réunissent à Potsdam pour une réplique du traité de Versailles afin de négocier le partage de l'Europe. Winston Churchill voit toujours Staline comme une menace aussi grande qu'Hitler. Nous ne pouvons pas accepter ces conditions et donner à l'ogre russe tout ce qu'il veut. Nous devons lui montrer qu'on ne se laissera pas intimider. Les États-Unis ont depuis le début demandé l'aide de Staline pour combattre le Japon. Mais à présent, Truman veut en finir avant que Staline ne prenne le dessus en envahissant le premier le Japon. Mais il sait aussi que le plan de MacArthur conduirait à des pertes humaines considérables. La grande question pour Truman est de savoir s'il faut user de cette nouvelle arme dont les Américains n'ont même pas idée pour l'emporter en Asie. Truman décide finalement de partager son terrible secret avec Staline. Nous disposons d'une nouvelle arme. Une arme encore jamais utilisée et d'une efficacité redoutable. Eh bien, j'espère que vous saurez en faire bon usage sur les Japonais. Staline savait déjà par ses espions que les États-Unis travaillaient à une bombe atomique, tout comme l'URSS. Il est possible que Truman ait voulu lui révéler tout ce qu'il voulait savoir. Dans cette hypothèse, on peut penser que Truman voulait éviter la course aux armes atomiques, la guerre froide et tout ce qui s'en est suivi. Oui, on verra. En pleine conférence, Winston Churchill est rappelé à Londres où les nouvelles ne sont pas bonnes. Il est démis de ses fonctions. Churchill avait raison à propos des nazis et c'est ce qui l'a transformé en un grand chef de guerre.
Et c'est dans la guerre qu'il a prouvé sa capacité à gouverner. Mais curieusement, le peuple britannique ne lui a pas fait confiance pour gagner la paix. Churchill étant hors jeu, Truman se retrouve seul à prendre une décision aux conséquences terribles. Il décide alors d'envoyer un ultime avertissement au Japon. Nous appelons le gouvernement du Japon à annoncer dès maintenant la capitulation sans condition de toutes les forces armées japonaises. Le 26 juillet 1945, le gouvernement américain envoie une demande de reddition sans condition au gouvernement japonais. Mais l'avertissement est ignoré. Et Truman y trouve une excuse pour utiliser la bombe atomique. Le 6 août, la première bombe atomique frappe Hiroshima. Le bilan est effroyable. Plus de 80 000 Japonais sont tués sur le coup, dont un tiers de militaires. Le niveau de dévastation n'a rien à voir avec ce que l'on a pu voir avant. Quand il en informe l'empereur, le ministre de l'armée, Koreshika Hanami, affirme que la bombe atomique ne représente pas une menace sérieuse pour le Japon. Trois jours après, une seconde bombe tombe sur Nagasaki, faisant instantanément 80 000 victimes de plus. Si le gouvernement japonais avait accepté de se rendre juste après Hiroshima, ces 80 000 morts auraient pu être évités. Au moment du bombardement atomique, le gouvernement japonais était divisé en deux camps. Ceux qui souhaitaient la paix et ceux qui voulaient combattre jusqu'au bout. Au bout d'une semaine, le Japon décide finalement de se rendre. La dernière puissance de l'Axe est tombée. Après le largage des deux bombes, peu de gens étaient au courant de l'ampleur des victimes. Mais les sauveteurs, envoyés sur place, et les observateurs se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un type d'arme entièrement nouveau. Le gouvernement japonais savait déjà qu'il n'y avait plus aucun moyen de lutter contre les États-Unis. C'est fini. Aussi terrible soit-il, l'usage de la bombe atomique a mis fin au conflit le plus sanglant de l'histoire humaine. En 31 ans, entre 1914 et 1945, plus de 60 millions de personnes ont été tuées. Je pense qu'il est juste de voir toute cette période comme une seule guerre, que la Seconde Guerre mondiale était tout simplement la continuation de la première, avec un grand cessez-le-feu entre les deux. Nous avons tendance à considérer les décennies comme un long laps de temps, mais dans l'histoire du monde, une décennie, ce n'est rien. Ainsi, on peut considérer la période de 1914 à 1945 comme une seule grande guerre. Cette grande guerre mondiale, à peine terminée,
les deux blocs alliés les plus puissants du monde deviennent d'irréductibles ennemis. De nouveaux partages de pouvoir émergent des ruines de l'ancien monde. De Stettin dans la Baltique jusqu'à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. C'est de la lutte entre les puissances ancestrales de l'Europe que sont nées les guerres mondiales que nous avons vécues, ou celles qui se sont déroulées au cours de l'histoire. 3 décennies, une guerre. Une génération de soldats qui a révolutionné les stratégies militaires et des hommes qui ont changé le monde. J'ai le sentiment qu'après cette seconde guerre de 30 ans qu'elle vient de subir, l'humanité a besoin d'une période de repos et qu'elle aspire à ce repos. Le conflit est terminé, mais le répit sera de courte durée. La bombe atomique remet en jeu l'équilibre international. La Deuxième Guerre mondiale donne naissance à un monde divisé en 2 blocs, marqué par la guerre froide et l'équilibre de la terreur. Joseph Staline meurt dans son sommeil le 1er mars 1953. Le 9 décembre 1945, George Patton est victime d'un accident de voiture à Munich. Il meurt 12 jours plus tard. Hideki Tojo rate sa tentative de suicide. Il est jugé et reconnu coupable de crimes de guerre. Il sera pendu le 23 décembre 1948. Charles de Gaulle supervise la rédaction de la nouvelle Constitution française. Et après une traversée du désert, il est élu président de la République en 1958. Douglas MacArthur mène les forces américaines dans la guerre de Corée. Mais il est relevé de ses fonctions quand il propose d'utiliser l'arme nucléaire contre la Corée du Nord. Harry Truman connaîtra 2 mandats en tant que président. En 1947, il met en place une politique étrangère énergique contre l'expansion communiste, la doctrine Truman. Winston Churchill est réélu Premier ministre en 1951. Il sera un représentant de premier plan des puissances occidentales dans la guerre froide.